Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau quartier constituant qui va clore cette année, quartier constituant sur quartier général, qui vient de fêter ses 1 an comme vous le savez, et puis vous avez pu voir ces derniers jours, ces dernières semaines, des émissions avec des invités prestigieux, Emmanuel Todd, Monique Pinson, Charlot, François Ruffin, et bien d'autres encore qui sont venus sur le plateau de quartier général. Et donc aujourd'hui, c'est un quartier constituant qui va traiter des questions d'actualité. Alors bien sûr, on a été, comme tout le monde, victime du confinement, d'une certaine façon. Alors on avait rencontré Edoui Plenel juste avant celui-ci, on a eu le plaisir de recevoir Frédéric Pierru et Coralie Delhomme pendant le confinement et à sa sortie. Et puis aujourd'hui, nous allons enchaîner en recevant Benjamin Morel. Bonjour. Benjamin, ravi que tu sois avec nous sur ce plateau. Ravi d'être avec vous. Bon, tu es maître de conférence en droit public à Paris 2, c'est bien ça? Exactement. Bon, je sais aussi que tu es un membre actif de l'Institut Rousseau. Oui, tout à fait. Je suis au conseil d'administration de l'Institut Rousseau, donc qui est un nouveau think tank qui a été créé il y a assez peu de temps, en fait, parce qu'on a eu notre soirée d'inauguration au mois de février, mais depuis on s'est beaucoup développé. On a fait paraître un dossier de crise, on a fait paraître une première note sur les questions institutionnelles, donc plutôt sur la question de la décentralisation. Et cet été, on devrait également faire paraître une note sur les questions qui vont beaucoup nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire sur les institutions de la 5e et comment est-ce qu'on sort des blocages actuels, notamment l'hyperprésidentialisme. Bon, je crois que tu l'as d'ailleurs déjà, tu as commencé à le traiter par le prisme du Sénat. Je crois que tu as écrit un livre qui s'appelle « Le Sénat et sa légitimité ». Alors j'imagine que c'est pas directement... c'est ma thèse. Donc du coup, c'est une thèse qui est parue. Donc c'est un gros bébé, ça fait 800 pages. Mais voilà, c'est une thèse en fait qui tente d'interroger le rôle de la seconde chambre dans les institutions françaises. Alors c'est un rôle qui est un peu décrié, mais en même temps, pour revenir peut-être au sujet qui va nous préoccuper lors de cette émission, dans un moment où on a une très forte hyperconcentration des pouvoirs, avec tous les défauts qui sont ceux du Sénat aujourd'hui, on voit que malgré tout, le fait d'avoir ce contre-pouvoir, qui permet notamment de dire non au président de la République quand il voudrait réviser la Constitution à son bon plaisir, eh bien c'est pas tout à fait inutile, et ça pose une question plus large d'architecture des pouvoirs. D'accord, eh bien, on va discuter de tout ça, on va en discuter avec nos amis constituants. Alphée Roche-Noël, un habitué de ces plateaux de quartier constituants, qui est notamment essayiste, qui vient de sortir, on l'avait montré la dernière fois, mais ça y est, maintenant il est dans les bacs, Marx rapatrié aux éditions du Cerf. Salut Alphée. Et puis Yannick Le Lagadec qui nous rejoint au regard des questions qu'on va évoquer aujourd'hui. Toi, Yannick, tu es enseignante et élue locale dans le Val-de-Marne. Et donc, tu vas nous apporter ta grille de lecture sur l'actualité. Effectivement. Donc, moi, je suis élue locale conseillère départementale du Val-de-Marne. Donc, j'étais jusque-là maire adjointe à Champigny-sur-Marne. Donc je sors d'une campagne municipale un peu traumatisante pour les Campinois, mais on va essayer aussi de relever la tête, de trouver un peu d'espoir dans le paysage et un petit coin de ciel bleu pour envisager l'avenir. Donc j'espère qu'on pourra aussi travailler ces questions-là ensemble. Bon, comme tu viens de le dire, il y a une actualité qui est quand même extrêmement riche. Alors on va peut-être pas balayer toute l'actualité depuis des mois et des mois, mais on va peut-être partir de la séquence confinement, voilà, et regarder quelles sont les mesures qui ont été prises par le pouvoir depuis, disons, allez, on va se donner un point de départ, par exemple le 49.3, ça pourrait être un bon point de départ sur ces questions. Et donc, on va regarder, est-ce qu'il y a eu là-dedans une forme de perversion des institutions de la Ve République? Quel est l'usage et le mésusage qui a pu être fait par Emmanuel Macron sur l'ensemble de ces questions depuis quelques mois au regard de cette actualité? Et ça va nous permettre de nous interroger à la fois sur quelle légitimité populaire reste-t-il dès lors que ces institutions sont utilisées de cette manière-là? N'y a-t-il pas un hiatus de légitimité qu'on a déjà mis, je crois, en lumière dans de précédentes émissions? Est-ce que c'est intrinsèquement la faute de la Ve République ou est-ce que c'est la Ve République qui est pervertie? C'est une question qui se pose régulièrement, peut-être que ce serait bien de l'interroger aujourd'hui. Et puis surtout, comment sortir de cette séquence pour permettre au peuple de recouvrer enfin sa capacité de décision pour le bien de tous. Bon, ça fait pas mal de choses à dire. Alors voilà, on commence tout de suite. Moi, je voulais qu'on commence sur les mesures, je disais, d'actualité politique. Je voudrais d'abord en sortir deux, qui sont les mesures que j'appellerais institutionnelles. Je viens de le dire, la première, l'usage du 49.3 qui a été fait juste avant le confinement par Emmanuel Macron pour faire valider la réforme des retraites.
à l'époque. Mais ce qui m'interpelle, moi, là-dedans, c'est que le 49.3, jusqu'à présent, était quand même essentiellement utilisé pour mettre au pas une majorité récalcitrante. Là, c'est pas le cas. Avec Macron, on sait qu'il y a une majorité qui est globalement aux ordres, si on enlève les simagrées de ces dernières semaines. Et donc, l'usage du 49.3 avait une autre vocation, qui était bien, à un moment donné, de marquer la force présidentielle, l'impact de la monarchie présidentielle, et puis de couper court au mouvement populaire en le rejetant de côté. Donc c'est le premier point que je voudrais qu'on aborde, et j'en mets un deuxième sur la table tout de suite, comme ça je peux enfin laisser la parole, qui est, parce que d'une certaine façon c'est quand même lié, qui est la question des ordonnances. Il y a eu un décret qui est paru, je crois, le 28 mai, si je ne dis pas de bêtises. Une décision du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel, tu as raison, excuse-moi, qui a été établi le 28 mai et qui donne un caractère législatif aux ordonnances. Alors tu nous donneras plus de détails, j'imagine, là-dessus, mais par là même, moi ce qui m'interpelle, c'est ce recours accru aux ordonnances qu'on note, on y reviendra, depuis le début de la Ve République pour atteindre son paroxysme. Et le Sénat, dont on parlait il y a un instant, a sorti un rapport il y a quelques jours qui note qu'aujourd'hui, cette année et les années précédentes, il y a désormais plus d'ordonnances qui sortent chaque année que de lois qui passent par le circuit des lois ordinaires. Donc il y a une façon nouvelle aujourd'hui de faire vivre, je ne sais pas si c'est la démocratie, en tout cas d'ériger le pouvoir présidentiel en pouvoir monarchique. Voilà, moi je voulais mettre ces deux éléments sur la table. Peut-être que toi tu as des choses à nous dire sur ces deux aspects-là d'abord. Oui, alors ces deux aspects qui sont extrêmement importants, hein, alors qui peuvent paraître très techniques, mais il faut comprendre que le droit constitutionnel, aussi technique qu'il apparaisse, c'est en fait l'architecture, c'est le squelette de notre démocratie. Il est souvent assez peu connu, et pourtant ce que tu évoquais sur les ordonnances, qui n'a pas forcément beaucoup eu d'écho dans l'opinion, est tout à fait essentiel pour comprendre comment aujourd'hui une partie du pouvoir va être confisquée par l'exécutif aux dépens du peuple, aux dépens du Parlement. Donc sur le 49 alinéa 3, là on a en réalité un usage assez discutable de cette mesure. Elle a été créée pourquoi, cette disposition du 49 alinéa 3 dans la Constitution de la 5e ? À la base, Michel Debré pensait qu'il n'y aurait jamais de majorité au Parlement, parce qu'il ne pensait pas qu'il y aurait un système de partis qui permettrait d'avoir, comme on a aujourd'hui, eh bien, des majorités pléthoriques qui font que le gouvernement fait à peu près ce qu'il veut au Parlement. Donc il crée cette mesure-là pour, grosso modo, obliger les parlementaires à choisir entre, d'un côté, faire tomber le Parlement, ou de l'autre, accepter un texte qui peut être un texte fondamentalement problématique pour la majorité des parlementaires. Cette mesure en tant que telle, elle est en elle-même discutable, mais elle avait quand même un objectif au début de la Ve République. Elle a été utilisée assez souvent comme ça, c'est-à-dire que quand Michel Rocard, au début des années 90, n'avait pas de majorité au Parlement, il multiplie les 49 alinéa 3 justement pour arriver à faire passer des textes. Là, ce n'était pas le cas. Comme tu le disais très bien, on avait très clairement, du côté de la République en marche, une majorité au Parlement. Mais cette majorité, elle était relativement fragile, pas parce que les députés avaient des états d'âme, mais parce que les députés, souvent, n'étaient pas présents. On en a fait assez peu de cas, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement, à ce moment-là, avait été battu sur plusieurs propositions de loi, sur plusieurs amendements, pas parce qu'il y avait une fronde au sein de la majorité, mais parce qu'il y avait des députés absents, en réalité, dans la majorité, ce qui permettait, en fait, pas réellement au gouvernement de savoir ce qui allait ressortir des textes. Et ensuite, deuxième point qui est également important, tu l'as souligné, ça permettait de couper court au débat parlementaire parce que ces débats devenaient problématiques, devenaient longs pour le gouvernement et qu'évidemment, quand il y a des débats longs, eh bien, ça permet de faire monter la mayonnaise dans l'opinion. Là, très clairement, le gouvernement était minoritaire, donc il avait tout intérêt à faire couper le sifflet aux parlementaires, ce qui est en fait un usage détourné de ce 49 alinéa 3. Donc cet usage, il est problématique.